La Roumanie, sitôt qu'elle a quitté, disons, ses relations économiques et politiques avec la Russie, après l'effondrement du mur, elle s'est précipitée à négocier avec le Canada et les États-Unis un certain nombre de contrats. Des contrats bilatéraux commerciaux. Un de ces contrats était fait avec le Canada. Le Canada, une firme minière canadienne, a dit, voilà, moi je voudrais exploiter chez vous l'or et l'argent qui est en assez grande quantité, et ce qui est intéressant pour l'exploiteur, c'est que c'est en couche assez superficielle. Et donc, ils ont signé un contrat. Mais pour exploiter à ciel ouvert cette gigantesque mine qu'ils veulent exploiter, il fallait éliminer 27 villages et des milliers d'habitants. Et les habitants ont résisté. Ils se sont organisés, ils ont mené une lutte tellement forte que le gouvernement a dû dire stop, ça ne passera pas, désolé à la multinationale canadienne, ceci n'est pas possible, il va falloir trouver d'autres solutions, c'est pas possible. Et la firme canadienne dit bon, c'est pas possible, eh bien, chers amis, ISDS, nous vous assignons en dommages et intérêts pour préjudice et non profit réalisé sur nos mines. Qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple roumain et pour d'autres pays de l'Est qui sont, enfin de l'Europe de l'Est, pardon, de l'Europe de l'Est, des 6 pays, c'est beaucoup d'entre eux ont signé des contrats. Et maintenant, ils se retrouvent un peu contre nous, parce que leur intérêt, c'est d'avoir un ISDS moins violent, moins fort, et être dans une norme européenne plus solidaire entre les pays européens, et de ne pas être le seul scotché, écrasé, anéanti par la multinationale canadienne ou américaine. Et donc, malheureusement, nous avons un certain nombre de pays européens qui ont l'oreille, y compris lorsque, dans leur parti sociodémocrate, sont assez à l'oreille, disons, de ce traité TEP, ce qui fait un frein pour nous. Ça, c'est un problème pour répondre à ce que tu as dit, à poser comme question sur la Roumanie. L'autre partie, c'était l'autre partie de ta question. Le nombre de négociateurs. Oui, mais alors bon, là, moi personnellement, que Bruno, qui est très spécialiste, pourra me donner le nombre exact. En tout cas, ce que tu as dit est inexact. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pour l'Europe et pour les États-Unis un nombre de négociateurs. Moi, j'en ai pu parler avec Fernando Perro avant-hier. Donc, il est dans la commission, il travaille pour la commissaire et il négocie avec les Américains. De dire combien ils sont et leur nom à tous, lui, il est directeur sur le département du DG Commerce, et il a répondu à nos questions, toujours en évitant beaucoup de choses, mais je veux dire, je ne peux pas te dire le nombre qu'il y en a pour l'Europe, le nombre pour les États-Unis, ils sont au 11e round qui va avoir lieu, peu importe s'ils sont 10 et 10 ou 20 et 20, peu importe, en tout cas c'est tous les spécialistes, mais ces spécialistes sont nourris. Comment est-ce qu'ils sont nourris? C'est ça qui est intéressant de voir. Ils sont nourris par des matériaux qu'on leur apporte, des analyses qu'on leur apporte, qui viennent de Business Europe et qui vient d'un grand nombre de multinationales qui ont des lobbies. Et il y a 30 000 lobbyistes installés à Bruxelles. C'est le deuxième plus grand groupe de lobbyistes au monde. Le premier groupe est en Washington, le deuxième c'est à Bruxelles, et ces lobbyistes, ils vont trouver des hommes politiques des différents pays européens, au niveau de faire des pressions sur les lois et tout, mais surtout aussi de la Commission européenne pour parvenir à obtenir de la Commission européenne sur la cigarette, c'était il y a peu de temps, ou maintenant sur le TTIP ou le CETA, etc., un certain nombre d'adaptations, de modifications à l'avantage de leurs clients, les multinationales. Et c'est une machine de guerre gigantesque et très très bien organisée, avec des spécialistes, des cabinets d'avocats, des cabinets de marketing, des cabinets d'ingénieurs de tout, qui va fournir et préparer pour un certain nombre de députés européens même des textes qu'ils proposent au vote au Parlement pour essayer de faire passer la carte-note. On a vu ce que ça a donné pour la cigarette. Il y a eu un excellent reportage sur France 2, démontrant, disons, cet énorme scandale, où même, disons, Philip Morris a donné 1 milliard ou 2 milliards, j'ai oublié, à la Commission européenne pour œuvrer à un certain nombre, à condition qu'on ne crée pas une loi très ferme pour empêcher les jeunes de fumer. Mais c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Donc les lobbies ne sont pas à table dans la négociation, ce sont des techniciens américains et des techniciens européens, mais sont tout autour avec un nombre de rencontres gigantesques, c'est-à-dire 90% des rencontres ont lieu avec des lobbyistes et des gens représentant Business Europe et autres, et seulement
8 à 10% avec des ONG qui donnent l'avis des citoyens, etc. Donc, et comme partie annexe et secondaire. Voilà. Vous parlez, c'est un peu compliqué, du droit souverain, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'est-ce que cela va donner au niveau de la Belgique, je vais uniquement s'étendre que sur la Belgique, si ce traité transatlantique passe, quelle perte, disons, de démocratie, quelle perte, disons, de légitimité nous aurons encore à développer notre société. Premier point, c'est que tout à l'heure, vous l'aurez fait dans le calcul, je n'ai pas dit que si le CETA passe avec son ISDS, et même si le TTIP ne passe pas, ils ont gagné totalement. Parce que n'importe quelle société américaine ou autre grande multinationale qui aurait un siège au Canada utilise le siège du Canada pour faire passer tout son programme et tous les procès qu'il veut. Bon. Mais si l'on voit cela, on peut regarder en deuxième lieu comment la classe politique belge examine cela et qu'est-ce qu'elle dit de cela. Première remarque, M. Renders a dit, pas de problème, c'est enregistré, que pour lui, c'était un très grand bien pour l'économie belge d'avoir l'ISDS, car ça allait faire fructifier les cabinets d'avocats et les cabinets d'affaires à Bruxelles, et qui deviendra la deuxième plus grande plaque tournante du monde de ce type de business-là. Donc quand M. Renders pense cela, c'est évident qu'il ne faut pas trop compter sur lui pour faire bouger, disons, les lignes au niveau du fédéral en faveur de lutter contre le CETA ou le traité transatlantique. Maintenant, il y a la question clé que vous avez posée. Bien, Bruno pourra également compléter parce qu'il maîtrise très bien tout ça. C'est le Conseil de convergence réglementaire. Alors, c'est un peu barbare, un peu compliqué comme vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, ils essaient de faire passer la carnote facilement. Ils disent, voilà, écoutez, si le traité est voté à tous ces niveaux, comme il vous l'a expliqué, eh bien, il va rentrer en vigueur. Et pour rentrer en vigueur, 28 pays en Belgique, les États américains, il y en a 50, tout, je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument voir que toutes les normes, que toutes les lois, que tout ça s'intègre au vote. Le vote est fait, mais il faut voir maintenant qu'il soit applicable. Donc on a besoin d'un groupe de techniciens, d'avocats, etc., européens et américains, qui vont travailler ensemble pour faire converger l'ensemble de tous les éléments nécessaires à ce que ce vote ait une pratique réelle et soit applicable réellement. Donc ça va être un boulot énorme, donc vous comprenez bien qu'on doit nommer des techniciens. Ces hommes ne seront donc jamais élus, jamais désignés sous le contrôle souverain des peuples, et jamais contrôlés non plus. Alors, ils vont faire ce premier temps de travail. Mais il y a plus. Ils ont un second objectif et un second rôle à jouer. C'est-à-dire, oui, mais si demain, un État des 28 ou aux États-Unis, il prend l'idée, sous la pression populaire, sous un changement de majorité dans un gouvernement, de dire, oui, mais attendez, maintenant nous voulons que cette loi-ci évolue comme cela, au profit des travailleurs, par exemple, au niveau du salaire, etc. Voilà que cette nouvelle loi, si elle était votée, elle va aller à l'encontre de ce qui a été accepté dans le traité. Alors pour l'éviter, pour empêcher que ça ait lieu, eh bien, ce Conseil de convergence réglementaire va pouvoir dire, écoutez, avant que vous ne votiez cette loi, vous allez nous la soumettre. Et nous allons examiner si cette loi ne va pas rentrer en contradiction avec le traité qui est, au niveau de ses échelons de pouvoir, dans l'échelon supérieur. Et si il vient en contradiction, eh bien, mes amis, vous avez un problème. Vous avez un problème grave et on vous conseillerait réellement de revoir votre copie. Alors, voilà où et comment la classe politique belge se tire une balle dans le pied parce que ça veut dire qu'ils acceptent de facto qu'ils perdent une partie du droit de légiférer. Et donc, ils octroient à des technocrates un contrôle législatif, non pas le droit, eux, de voter, non pas eux de créer de nouvelles lois, mais en tout cas d'exercer un certain nombre de contrôles et de pouvoirs tels qu'il y a une diminution extraordinaire de pouvoir légiférer dans les différents États européens et dans la Belgique. Et cela veut dire que ça sera assorti bien sûr de pression des lobbies, des multinationales, où ils ont des capacités et financières et techniques énormes de pousser sur la pression. L'exemple de la Grèce
est assez costaud pour vous illustrer tout cela. Est-ce que j'ai répondu? Il y a une grande mutation, une grande transformation du monde universitaire, étudiant et enseignant, aujourd'hui, de ce que moi j'ai connu il y a de très nombreuses années. Je suis très jeune, hein. Je fêterai mes 75 ans dans quelques jours. Bien. Mais à l'époque du mouvement étudiant, moi j'étais un des leaders du mouvement étudiant à l'ULB, puis au niveau national, il y avait des affrontements d'idées, des débats d'idées tous les jours. Et je confesse que je n'ai pas été beaucoup écouter les cours pendant des années, parce que j'étais dans tous les débats et dans toutes les rencontres. Et le niveau de formation politique était vraiment assez élevé. Et les préoccupations étaient multiples. Depuis la guerre d'Algérie, l'OAS, etc., d'un côté, les problèmes du tiers-monde avec les luttes d'Amilcar Cabral ou de guérilla en Amérique latine, mais les luttes syndicales. Et le débat de savoir quel syndicalisme étudiant on voulait et quel type d'insertion on voulait entre le mouvement étudiant et les syndicats ouvriers. Je crois que c'est encore un sujet qui intéresse les étudiants d'université, la liaison entre leur travail, disons, de consolidation sociale et syndicale dans l'université et le monde du travail. Plus aucune idée. Quand tu parles, mon vieux. Bon, donc il y a une grande transformation. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas critiquer les jeunes, c'est se poser comment ça se fait? D'où vient cette transformation? Là, j'ai un point de vue qui est personnel. Hein, et chaque personne qui est engagée dans la vie sociale, politique, etc., a son point de vue. Le mien, il est très clair, très radical. Je dis que toutes les forces de gauche, toutes sans exception, depuis la plus ultra-radicale jusqu'à la plus réformiste et intégrée, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris et ils n'ont pas mené le combat sur le fait que très lentement, mais très méthodiquement, depuis 30 ans, les forces financières, donc pas les patrons d'entreprise, non, au-dessus, les forces financières, les investisseurs, les actionnaires, le capital financier a eu une vision claire de comment dominer le monde. Et cette vision claire, c'est de dire, si nous ne parvenons pas à contrôler les médias, si nous ne parvenons pas à contrôler la culture, si nous ne parvenons pas à contrôler l'enseignement, si nous ne parvenons pas à amener une acceptance, une acceptation de nos valeurs, même par la technologie, alors, si nous ne faisons pas ça, nous ne serons pas dominés le monde. Mais si nous le faisons, et qu'en 10 ans ou 20 ans, on va intégrer ça dans leur modèle de pensée, eh bien, et la classe politique, et les syndicalistes, et les enseignants, et les gens en général surtout, la masse, va accepter un certain nombre des éléments dominants de notre raisonnement. Il va y avoir une acceptance. Et s'il y a cette acceptance, eh bien, ça veut dire que ce sera à tous les niveaux. Depuis un ministre, un député, un prof, un syndicaliste, mais surtout la masse des consommateurs. Et s'ils acceptent qu'en effet, on n'est pas in, si on n'a pas la marque une telle de vêtements, moi j'ai une gamine, enfin une jeune fille maintenant, 18 ans, et quand je vois ses copines qui viennent de l'école à la maison, etc., s'il n'y a pas la marque une telle, hein, si les baskets ne sont pas New Balance, si ce n'est pas le truc, etc., on n'est pas branché. Moi, j'ai eu des problèmes avec ma fille quand je lui ai dit au début, non, tu n'auras pas de GSM. On va te conduire à l'école le matin, l'école primaire, c'était pour le 5e et 6e primaire. Toutes ses copines en avaient. Elle n'en avait pas. Et elle se considérait vraiment ridicule face à sa classe, parce que je lui disais, non, on va te conduire le matin, on vient le soir, c'est la consommation inutile, tu as une maison très chouette, tu as un jardin, tu peux faire du sport, etc. C'est pas utile. Quand elle est arrivée à l'école secondaire, j'ai dit, oui, c'est vrai, à midi, on t'a autorisé d'aller manger avec tes copines dehors, il pourrait y avoir un problème, donc je t'offre un GSM. Seulement, viens avec moi, je vais t'en chien, 45 €. Mais papa, ils ont tous des trucs, ça se regroupe. Les parents sont fous. Mais si ce gosse en a un il y a un an, il veut le nouveau modèle. Mais pas parce que lui, il est pourri gâté, ou bien parce qu'il est devenu, disons, un objet. Qu'est-ce qu'il est? Il est asservi, sans le savoir, mais par les films de la télévision, par la publicité, par le modèle culturel et tout. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens qui rentrent à l'université ne sont pas préparés à être des citoyens qui ont un sens critique.
le développement dans la famille du sens critique, de savoir lire un journal télévisé autrement, de savoir, disons, s'occuper de la vie de tous les jours dans son village, sa ville ou dans les lieux, d'être solidaire des autres et non pas essayer de tirer à soi un certain nombre de richesses ou d'avantages ou de privilèges. C'est tout un combat qui a été abandonné par d'abord, et c'est eux les plus grands coupables, les partis politiques. Et la dépolitisation en profondeur dont Bruno a parlé tout à l'heure, Sakine a parlé, c'est 30 ans de travail très bien fait, et ça il faut le reconnaître, très intellectuellement organisé, avec des gens spécialistes, des avocats d'affaires, des spécialistes du marketing, de l'éducation, de la psychologie, etc. D'un côté, avec des moyens non, 30 000 lobbyistes à Bruxelles. Vous savez ce que l'armée c'est? Face à ça, des guignols qui se disputent entre eux, en plus, très souvent, parce que moi, je garde mon sens critique sur le fait qu'on a progressé, mais qu'on est encore très loin de l'unité pour lutter contre ce traité transatlantique, mais très très loin, parce qu'il y a toujours des vieilles visions sectaires où on est plus proche de se séparer du plus proche de soi que l'ennemi principal qui est la multinationale. Bon, moi je dis, mais chacun a sa liberté, je respecte les autres et en plus, généralement, c'est des bons copains. Je dis non, aujourd'hui, dans la phase que nous vivons aujourd'hui, nous devons remplir un certain nombre de missions. La première mission, c'est une mission d'information pédagogique. Donc savoir utiliser des images, des formulations, des choses compréhensibles. Et suivant que vous travaillez dans un milieu ouvrier, dans un milieu jeune, ou dans un milieu, disons, socialement favorisé, le discours peut être différent. Et les exemples peuvent être différents. Moi, je prends les exemples toujours où les gens peuvent l'utiliser pour lutter à leur tour sur, là. Alors pourquoi est-ce que nous, et mes copains et moi, nous avons estimé qu'il fallait, vu le blocus des médias il y a 2 ans, tenter une aventure de presse à grand tirage? Pourquoi on a fait pour et qu'on a tiré à 150 000 exemplaires, puis on a réimprimé 20 000 parce qu'on n'en avait plus, et maintenant on va liquider les 10 000 derniers. Pourquoi? Parce que d'abord, comme il l'a expliqué, les télévisions, les quotidiens ne nous ont pas donné la parole, ne nous ont pas permis de faire de l'information honnête. Non, on n'a pas eu. Mais au plus nous sortons, nous, disons, des forces d'information, plus ils sont contraints à devoir aussi en parler. Et d'en parler à la télévision, à la radio, etc. Et nous avons eu des interviews, etc. Mais si on sort à 170 000 exemplaires un journal, et qu'on essaye d'être didactique et tout, ben, on fait progresser la connaissance. Et tous les groupes politiques, syndicaux, militants peuvent s'en emparer. Et nous avons voulu, c'est la deuxième particularité, ne pas être fermés à l'alliance la plus large. C'est pour ça que volontairement, c'est étudié, c'est voulu, c'est une contre-attaque, comment eux ont voulu nous aliéner, comment nous on a voulu se désaliéner. Et donc on a été trouvé l'UCM. Parce que c'est les petites et moyennes entreprises, il faut arrêter de dire oui c'est tous les salauds des patrons, des patrons. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça la vie. Et on a été trouvé des sociodémocrates, on a été trouvé le président du Parlement wallon, on a été trouvé volontairement quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui était du christianische Partei. Christianische Partei, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, athée, je ne le cache pas, et militant de gauche, depuis toujours, très radical, bon, indépendant de tout parti de deux, christianische Partei. Pourquoi, bordel, allez l'interviewer? Eh bien, parce que je me suis dit qu'il y avait là une fenêtre, une ouverture possible. S'il était réellement, et c'est comme ça que j'ai commencé à le questionner, lisez l'interview, est-ce que vous êtes vraiment croyant? Est-ce que vous êtes vraiment catholique? Est-ce que vous êtes pratiquant? Alors, quelle cohésion avez-vous entre votre philosophie religieuse et la vie sociale? Vous êtes d'accord que demain, il n'y ait plus de soins de santé pour les plus pauvres? Et vous êtes d'accord, etc. Et il a dit non, non, et je vais me rebeller. Et pour finir, il est parmi les deux maintenant du PPE qui sont, disons, en opposition totale. Mais on peut le faire avec plein de gens. Il suffit d'aller les trouver, de parler avec eux, aller trouver une pharmacienne de quartier. Il veut peut-être maire. Mais tout d'un coup, quand on lui explique, vous savez, votre boutique, vous pouvez la fermer dans 4 ans ou dans 5 ans. Parce que les multinationales veulent vendre des produits pharmaceutiques directement par Internet et par publicité générale. Et vous, comme conseiller de la petite vieille, non madame, ça c'est contre-indiqué, vous ne pouvez pas faire. Ou une jeune fille qui vient demander que la pilule le lendemain, etc., quand on en sort. Tout ça c'est fini, quoi. C'est de la vente de masse par correspondance pour le profit maximum. Si vous savez expliquer ça, le pharmacien va dire oui, mais c'est vrai, mon job il est foutu,
et mon rôle social il est foutu, et je perds mon emploi. Donc je suis contre. Mais c'est la même chose avec les enseignants. Allez couper les enseignants de vos gosses. Allez dire aux enseignants, merde, votre métier demain, qu'est-ce que ce sera? Quel gosse aura le droit d'aller à l'université? Quel gosse pourra faire ceci ou ça? Donc vous êtes des acteurs de la vie sociale. Vous devez reconquérir la conscience humaine et la conscience politique. Et donc c'est un combat de tous les jours. Et le traité transatlantique, c'est la seule chose positive de ce traité de merde, c'est qu'il nous oblige à se remobiliser politiquement, à se reconscientiser et à se réunir, et c'est pas facile. Et même dans nos groupes de copains, parfois proches, parfois on n'est pas assez unis, parfois on baisse les bras, parfois on ne prend pas la bonne solution, mais il faut recommencer le lendemain matin, se remettre en cause, se recritiquer et se céder l'un l'autre, et avec la camaraderie et l'honnêteté humaine, eh bien, il y a moyen de dépasser tout ça. Et il y a moyen de s'entendre avec tout le monde sur ce truc. Et donc j'en ai discuté avec les copains, j'ai dit, sur ce traité, pas sur autre chose. Je suis prêt en effet à faire l'unité avec des députés du CDH, avec des députés du Parti Socialiste. Et si demain il y avait un type du MR, c'est le cas Otini, qui nous a dit, j'ai discuté avec lui, moi, je ne peux pas admettre que demain l'enseignement soit privatisé, que la santé soit c'est ça. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Je suis contre le traité transatlantique. Bien, c'est clair que si vous coincez demain un élu de votre commune qui est MR, ne lui parlez pas de grands problèmes politiques. Il est tenu par son parti et par tous ses mécanismes et toute l'aliénation qu'il a subie. Parlez-lui de choses simples. Est-ce que tu veux que tes gosses demain aillent à l'université gratuitement, comme c'est le cas maintenant? Est-ce que tu veux la médecine gratuite? Est-ce que tu veux pouvoir lire le bouquin que tu veux demain? Et là, peut-être qu'il changera ta vie. Voilà ma réponse à ce que tu as dit.